C'est un sujet sur lequel je reviens souvent, car il est essentiel, la question de la nationalité en Europe, et notamment en Europe occidentale. Le sujet est revenu sur la table très récemment à propos d'un tweet que j'avais écrit concernant la question de la préférence nationale. En effet, le Rassemblement national continue de défendre une préférence nationale, c'est-à-dire le fait de favoriser ceux qui ont la nationalité française au détriment de ceux qui ne l'ont pas, alors même que cette nationalité française est largement dévaluée et dévoyée, puisqu'en fait elle est acquise très facilement. Alors, je m'attendais à des critiques de gauche, et ce sont des critiques de droite ou d'extrême droite qui sont venues. On m'a attaqué en disant que je, finalement, tapais sur la France, que j'avais une conception anti-française des choses, et que donc j'étais quelqu'un qui était nocif, tout simplement. Donc, c'était même des mots insultants qui ont d'abord été employés. Pourtant, tout le monde est à peu près d'accord pour constater que la nationalité française n'a plus beaucoup de sens, n'a plus beaucoup de valeur. Elle est administrative, mais elle ne correspond plus à l'ethnicité d'origine. Alors, c'était donc assez surprenant d'être attaqué. Et certains arguments ont été jusqu'à accuser l'Union européenne d'être responsable de ce phénomène, comme si l'Union européenne avait la moindre compétence en matière de naturalisation. Je rappelle que l'acquisition de la nationalité française est définie par les règles françaises et par l'État français. L'Union européenne n'a aucun pouvoir en matière de naturalisation, d'attribution de cette nationalité, et c'est le cas évidemment dans les autres pays d'Europe. La France aurait très bien pu faire comme l'Allemagne avant 2000, c'est-à-dire instaurer ou maintenir le ius sanguinis comme voie privilégiée d'accès à la nationalité. La France a choisi de bonne date d'y renoncer. D'abord en 1848, en donnant la nationalité française aux populations ultramarines, puis en 1889, avec l'instauration d'un droit du sol, qui s'appliquait essentiellement à des populations européennes de fait, puis en 1946, la nationalité française a été donnée aux Algériens, avant de leur être retirée en 1962 avec l'indépendance. Tout cela n'est pas dû ni à la CE ni à l'Union européenne. Alors l'argument de dire c'est que l'Union européenne considère qu'il y a des citoyens de l'Union européenne, effectivement des gens qui peuvent voter aux élections municipales ou aux élections européennes, s'ils peuvent prouver qu'ils sont présents en France sur un certain nombre de temps. Voilà, donc il faut, je crois, 5 ans de présence continue en France pour pouvoir voter aux élections européennes et locales, mais pas aux autres élections, les élections présidentielles ou législatives. Seule la nationalité française compte. Alors, j'étais assez étonné d'entendre cet argument, alors que la question porte sur d'autres populations que les populations européennes, dont la naturalisation n'a jamais posé question. Effectivement, je défends une nationalité européenne qui ne soit pas attribuée en fonction de la possession d'une nationalité existante, sachant, comme je l'ai dit, qu'elles sont dévoyées, dévaluées, largement, données sans faire attention, presque, je dirais. Et évidemment, la question du souverainisme est revenue. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette idée d'une France administrative, d'une nation qui doit nécessairement se confondre avec un État, et donc si les États disparaissent, alors les nations disparaissent. Les souverainistes français, systématiquement, ne sont pas capables de faire la distinction entre nation et État. Alors, il y a beaucoup de mythes derrière ça, des mythes, donc forcément des mensonges, et je vais prendre quelques exemples. Parce qu'il y a tout un légendaire qui est faux. D'abord, la croyance selon laquelle Clovis a créé la France, et que la France est née de son baptême. Donc, double erreur. Penser qu'un roi des Francs qui veut être l'héritier de l'Empire romain a voulu créer une nation, à aucun moment Clodovègue ne veut créer une nouvelle nation, c'est faux, il s'inscrit dans l'héritage romain. Et par ailleurs, la conversion de Clovis n'est pas la première, il y a eu Constantin bien avant lui, le roi d'Arménie, le roi de Géorgie, et après Clovis, il y aura beaucoup aussi de rois du Nord qui vont se convertir sans que ça soit lié à Clovis, que ce soit des rois anglo-saxons, que ce soit des rois scandinaves ou des rois slaves. Donc il n'y a pas de spécificité de Clovis. Clovis se convertit au christianisme latin, qu'on appellera bien après catholicisme, mais ce christianisme latin à l'époque, en réalité, est à peu près égal au christianisme grec, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'orthodoxie nicéenne, définie par Constantin. Il faudra attendre le XIe siècle pour qu'il y ait une vraie rupture entre le christianisme latin et le christianisme grec, qui avait déjà commencé à évoluer séparément. Bon.
On s'éloigne du thème principal, mais donc Clovis n'a pas créé la France. Charlemagne n'a pas créé la France. La construction française, en tant que construction étatique, politique, va prendre racine à partir de l'Île-de-France, c'est-à-dire par les Capétiens, et surtout à partir de Philippe Auguste et ses successeurs. Donc on est au XIIIe siècle, on est loin de l'époque antérieure. Il faut vraiment que l'Empire carolingien, qui allait de la Bretagne jusqu'à la Pologne, s'effondre. Alors, concrètement, on pourrait dire que la France est essentiellement la Gaule. Effectivement, dans ce cas-là, si c'est la Gaule, elle n'est pas spécifique au christianisme ou à Clovis. Vercingétorix, à ce moment-là, est un des fondateurs de la Gaule, voire même son père, Celtios, voire bien avant. Bon. Tout cela est artificiel, c'est une relecture anachronique du passé pour essayer d'expliquer que notre pays a une ancienneté qui n'est pas aussi évidente que cela. Et on s'éloigne évidemment du sujet. Donc il y a ce mythe sur lequel l'État a créé la nation, que toutes les nations d'Europe auraient été préexistantes à leur État, sauf la France, qui aurait été une construction étatique. Si c'est le cas, à ce moment-là, la France est un État parfaitement artificiel qui n'a aucune légitimité historique. En réalité, c'est évidemment faux, car il y a une identité française, qu'on pourrait dire francienne, que je pourrais qualifier de franco-occitane, c'est-à-dire essentiellement sur l'espace gallique, et en fait les populations gallo-romaines. Ces populations gallo-romaines, ce sont donc des Celtes, des Gaulois, qui ont été latinisés linguistiquement et qui ont ensuite pris le nom de Francs, de Français, sous la conduite, on va dire, d'un peuple germanique très peu nombreux qui s'est imposé. Ça, c'est un fait historique. D'ailleurs, je prends souvent cet exemple, mais dans les langues scandinaves du XIe siècle, à l'époque viking, il y a une différence très clairement établie entre le Valand, le pays welsh, si on peut dire, c'est-à-dire la Gaule, et le Frakland, c'est-à-dire l'Empire des Francs. Il y a bien cette distinction qui est faite. Donc ça veut dire que établir l'idée Francie égale France est tout à fait artificiel. Cette relecture anachronique, évidemment, donc, est très importante. Si l'État a créé la nation, alors l'État ne peut pas disparaître sans que la nation meure. En réalité, c'est faux. Comme je l'ai dit, donc la nation, que j'appellerais gallo-romaine ou franco-occitane, préexiste à l'État. Jacobins ou centralistes capétiens n'y changeront rien. Il y avait une identité française ou francienne avant l'État. Et la France est une nation comme les autres. Bien sûr, elle a pris conscience de son existence plus nettement avec la guerre de Cent Ans, comme Georges Minois l'a démontré dans son ouvrage sur la guerre de Cent Ans qui s'appelle « Naissance de deux nations », une nation donc anglaise et une nation française, en rappelant que la cour du roi d'Angleterre, jusqu'à une époque assez récente finalement, on parlait français. Richard Cœur de Lion parlait autant français que Philippe Auguste, d'ailleurs il ne parlait que français. Donc on a cette idée fausse, et c'est celle des souverainistes, c'est-à-dire l'idée qu'il faut absolument préserver l'État français. Que l'État français a créé la nation et donc protège la nation. Alors qu'en réalité, l'État français est essentiellement le geôlier et même parfois le fossoyeur de l'identité nationale. Et les exemples sont multiples ces 2 derniers siècles, mais déjà avant. Destruction des dialectes et des langues minoritaires, breton, basque, corse et autres. Centralisme parisien, terrifiant. Il suffit de regarder la carte des autoroutes ou la carte des TGV. Tout converge vers Paris. Ça n'existe pas dans les autres pays d'Europe, cela. Et tout ça n'est pas une bonne chose. Ce centralisme parisien, cette sorte de monstre parisien, évidemment, a été le vecteur ensuite de la francilisation, si on peut dire, ou la francilianisation de la France, puisque le français d'aujourd'hui est le francilien. C'est le dialecte d'Île-de-France qui est devenu le français. Et qui a remplacé des formes cousines ou proches, comme par exemple le normand, le dialecte lorrain, etc., etc. On peut dire globalement que les locuteurs de Languedoc et Languedoc sont ce qu'on appelle le peuple français. Et autour de ce peuple français, il y a quelques peuples agrégés, donc comme les Bretons, les Basques, les Flamands et autres. Voilà, de manière très résumée. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que le dévoilement de la nationalité française ne doit strictement rien à l'Union européenne, mais tout le gouvernement français depuis longtemps, et en particulier à partir de 1946. Et que le flux migratoire qu'on cible, c'est le flux migratoire post-colonial, c'est celui qui vient de ce qu'on appelait traditionnellement jusqu'aux années 90 le tiers-monde. Et évidemment, ça, silence radio du côté des souverainistes.
Alors évidemment, certains disent, oui, on va pouvoir redorer le blason de la nationalité française. Comment ça? On ne peut pas la retirer aux gens. Donc, là aussi, c'est un mensonge. Surtout qu'il n'est pas question pour ces gens-là de la retirer. Et ça fait suite à tout ce qu'on a pu dire ces derniers jours sur les propos de Villiers et des autres. Alors, à ce propos, petite digression, Louis Alliot a répondu à un entretien à un journal, je n'ai plus la référence précise, et là aussi, on a eu droit à un déversement d'anti-identitarisme absolument perpétuel. Concrètement, il s'agissait d'expliquer à quel point il faut rejeter l'identitarisme et Alliot de se moquer de ceux qui ont mis en avant le thème du grand remplacement en disant, voyez, la radicalité ne sert à rien, il faut être consensuel, c'est-à-dire que c'est ce que j'appelle le grand renoncement. Le grand renoncement, Alliot en est la caricature extrême, et Bardella est déjà trop identitaire. Par exemple, dans Valeurs actuelles, chose intéressante du numéro qui est sorti cette semaine, il y a un article assez long sur Jordan Bardella. Donc il rappelle la vie de Bardella, d'où il vient, qu'est-ce qu'il est exactement, qu'est-ce qu'il a pu faire, etc. Bon. Et on comprend bien, évidemment, que le sujet est important. Et justement, on cite quelques échanges entre Bardella, par exemple, ou les partisans de Bardella, et ses adversaires. Donc derrière Louis Alliot, il y a évidemment d'autres gens. Et ces gens-là sont très hostiles à Bardella, notamment Bild, Briouat, etc. Donc voilà des exemples intéressants. Voilà par exemple un échange entre Jordan Bardella et Bruno Bild. Donc, étrange discussion. Jordan Bardella dit à Bild ainsi, « Elle est étrange ton alliance avec Louis Alliot. » Et Bruno Bild lui répond, « Aussi étrange que la tienne avec Valeurs actuelles. » Et donc on comprend bien que dans cette affaire, le côté identitaire est désormais détesté. Et Bardella est considéré plus ou moins comme trop identitaire. Alors, Valeurs actuelles est-ce que c'est une revue identitaire? C'est un large débat. Mon sentiment est que ce n'est pas spécialement le cas, on l'a dit et on l'a redit récemment. L'interview de Philippe de Villiers que j'ai citée il y a quelques jours est tout de même très significative. Et donc, effectivement, ce discours anti-identitaire n'arrête pas maintenant d'être mis en avant, y compris contre Bardella, qui est considéré comme tel. Alors, pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est assez surprenant. Alors, notamment, on a un proche de la présidente de Marine Le Pen, donc du RN, enfin de Marine Le Pen, pour être précis, présidente du groupe RN. Et voilà ce qu'il est dit à propos de Bild et Briouat. En réalité, ils n'ont rien contre Jordan, ils veulent juste conserver leur gamelle. Alors la critique, c'est celle-là. Qu'importe leur motivation, pour eux, Jordan Bardella serait trop autoritaire, trop identitaire, trop calculateur, trop ambitieux. Valeurs actuelles, d'ailleurs, cite un passage où Bardella et Bild s'engueulent, et Bardella aurait dit à Bruno Bild, je cite, entre guillemets, ferme ta gueule. Bon, amabilité significative. Donc le propos de Louis Alliot, que je n'ai pas pu lire concrètement, clairement, c'est ce que je disais, c'est-à-dire un discours anti-identitaire, mainstream, conformiste, et évidemment, ça explique qu'il est dans la continuité de Marine Le Pen. Visiblement, Marine Le Pen n'a pas d'état d'âme à sacrifier Bild et Briouat, qui ont beaucoup aidé son émergence et qui lui ont préparé un terrain en or pour être député. Mais la politique n'est pas tendre et les Le Pen ne sont pas tendres. Donc là-dessus, ils sont même brutaux et n'hésiteront pas à lâcher qui les dérange. Quand bien même ces gens-là ont été estimables ou estimés. Donc, pour revenir à la question de la nationalité, effectivement, la préférence nationale, dans un contexte où la nationalité française n'a plus aucune valeur, est en réalité presque contre-productif. En termes clairs, c'est favoriser des gens naturalisés à d'autres Européens, par exemple. Et évidemment, l'exclusivité européenne oppose complètement les choses dans un sens tout à fait dit identitaire, puisque l'exclusivité européenne s'est dit, écoutez, vous êtes bien gentils avec vos nationalités qui sont distribuées, on va dire, comme les tickets à l'entrée, je ne sais pas, du cinéma, et ça n'a plus aucune signification. Alors, l'Allemagne, jusqu'en 2000, avant Schröder, avait encore une nationalité qui valait quelque chose. La citoyenneté britannique, dès 1948, a été largement, elle aussi, dévoyée. Mais la France, elle a été, on va dire, avant tout le monde. Très concrètement, c'est la France qui a
la première, dévoyait sa nationalité, comme j'ai dit, depuis longtemps. Et les autres nations d'Europe n'ont fait que suivre là-dessus et limiter, plus ou moins tardivement, par exemple en Grèce en 2008. En Italie, ça a failli se faire en 2005, mais Romano Prodi a été battu, et c'est Berlusconi qui était au pouvoir, il a maintenu le droit du sang, ce qui n'empêche pas l'État italien de naturaliser massivement des gens, parce qu'effectivement, en réalité, l'opposition entre droit du sang et droit du sol n'est pas fondamentale à partir du moment où on n'empêche pas la naturalisation. Si vous avez un principe de droit du sang, sans droit du sol, mais que de toute façon, l'État naturalise ceux qui sont nés sur le territoire ou qui en font la demande, le droit du sang ne sert à rien. Parce que, évidemment, y compris en France, le ius sanguinis n'a pas été aboli. Quand on dit qu'on a supprimé le droit du sang, c'est faux. La France a conservé le droit du sang, toutes les nations d'Europe ont conservé ce principe, et il y a un certain nombre de gens, majoritairement, qui obtiennent leur nationalité par ce principe. Mais ce qui a changé, c'est que ce n'est plus le principe majoritaire ou le principe exclusif, surtout d'accès. Dans un système comme Athènes, le principe du droit du sang, là il fallait des deux parents citoyens, ne connaît pas d'exception. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être naturalisé, vous ne pouvez pas acquérir cette nationalité en dehors du fait d'être dans le critère d'ascendance. Bon, ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui de la nationalité française. Donc pour être français, en France aujourd'hui, que faut-il ? Premier cas de figure, le cas classique, vous avez un de vos deux parents qui est de nationalité française, vous avez la nationalité française, par ius sanguinis, quand bien même celui de vos parents qui a la nationalité française l'a acquis par naturalisation. Hein. Vous êtes né d'un parent qui, au moment où vous naissez, a la nationalité française, vous êtes français de nationalité. Donc ce principe du droit du sang, aujourd'hui, avec des flux migratoires qui ont parfois 3 générations, lui-même ne nous protège pas vraiment. Ensuite, il y a le double droit du sol en France. Ce n'est pas le droit du sol, c'est le double droit du sol. Si vous êtes né en France d'un père ou d'une mère née en France, vous pouvez bénéficier donc de la nationalité française à vos 18 ans en faisant la demande et en prouvant que vous êtes resté 5 ans sur le territoire français. Et en général, on n'a pas les moyens de vérifier que c'était le cas. Bon. Deuxième moyen. Ensuite, il y a quelques règles particulières. Par exemple, si vous êtes un Algérien né en Algérie entre 1946 et 1962, vous pouvez demander la nationalité française au titre de la réintégration. Vous pouvez également bénéficier de la nationalité française de manière favorable par exemple, la ville de Pondichéry en Inde, qui est un ancien comptoir français, qui permet à ses habitants d'acquérir relativement facilement la nationalité française. Bon. Et puis, vous avez les naturalisations, c'est-à-dire des décrets qui font que telle personne qui est étrangère obtient la nationalité française. Alors, elle peut l'obtenir, qu'elle renonce ou pas à sa nationalité d'origine. Certains pays et certains peuples ne peuvent pas d'ailleurs s'aliéner leur nationalité. C'est le cas notamment des Marocains ou des Turcs. Si vous êtes de nationalité marocaine ou de nationalité turque, vous ne pouvez pas la perdre. Mais ça ne vous empêche pas d'en acquérir une autre. Même chose en Allemagne, où beaucoup de Turcs ont à la fois la nationalité turque et la nationalité allemande. Et d'ailleurs, Erdogan, lorsqu'il est venu plusieurs fois en Allemagne, a fait des discours en disant « Soyez fiers d'être turc, l'accès à la nationalité allemande n'est qu'une commodité pratique, mais vous devez rester des Turcs. Donc vous devrez refuser de vous conformer au modèle allemand. » C'est une forme de communautarisme. Voilà. Comme je dis, les Turcs n'avaient pas vocation à obtenir la nationalité allemande. Jusqu'en 2000, ils ne l'avaient pas. C'est Schröder, patron de la social-démocratie et chancelier à cette époque-là, qui l'a fait. Edmund Stoiber, de la CSU, donc de la droite bavaroise, voulait revenir en arrière, mais il n'a pas été élu chancelier par les Allemands. Donc, ensuite, ça a été Merkel qui, elle, n'a jamais eu l'intention de revenir en arrière. Bon. Ça, c'est à peu près la règle du jeu. Il faut bien comprendre cela. Donc, la nationalité française aujourd'hui n'est plus un critère pertinent d'analyse. Et le fait de la posséder n'est qu'une caractéristique administrative, exactement comme, par exemple, un islamiste anglais de Londres avait dit ainsi qu'il avait la citoyenneté britannique, mais que c'était une commodité pour voyager. Ça s'arrêtait là. Ce sont des gens qui n'ont jamais voulu, en réalité, obtenir cette nationalité, ou simplement qu'ils l'ont vu comme une forme de sésame pour un certain nombre d'avantages. Voilà. Mais tout cela est en réalité très hypocrite. Donc la question de la nationalité en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède, au Royaume-Uni, et de plus en plus maintenant en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc., est fondamentale. Évidemment, avec la nationalité, il y a tous les devoirs et tous les droits qui vont avec. Certes, dans la plupart des pays d'Europe aujourd'hui,
même la distinction entre les citoyens et les non-citoyens pose question, par exemple, le fait de favoriser les citoyens par rapport aux non-citoyens, effectivement, est très mal vu, mais on voit bien que l'enjeu est plus important que ça. Ce qui est choquant, ce n'est pas que des gens de gauche défendent finalement la nationalité française en considérant que c'est normal qu'on obtienne la nationalité d'un pays quand on y vit un certain nombre d'années. Ce qui est grave, c'est que ce sont des gens de droite qui se veulent patriotes ou nationalistes, qui osent dire autre chose. Alors évidemment, ils vont me dire, oui, mais la nationalité française, ça nous caractérise, on ne peut pas renoncer à cela, parce qu'ils ne veulent pas renoncer à l'État français. Seulement, cette nationalité n'a plus de grande valeur. Alors ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir en restaurer la valeur, comme Philippe de Villiers qui veut que les Français de papier deviennent des Français de désir. Voilà. Et on est dans l'illusion la plus totale, dans le manque absolu de réalisme. C'est vraiment le discours anti-identitaire du souverainisme français qu'il faut combattre. Je voulais revenir dessus parce que c'est vrai que j'ai beaucoup insisté ces derniers jours sur ce plan. Et il faut revenir dessus parce que c'est là qu'est le point nodal de la question. C'est qu'est-ce que la nationalité, qui doit l'obtenir et selon quels critères. Et si la nationalité française ne peut pas être sauvée, alors il faut inventer une nouvelle nationalité. Voilà, chers amis, ce que je vais vous dire.